La pizza est l'un de ces aliments qui semblent immortels. C'est bon marché, réconfortant, et on en trouve partout. Ou du moins, c'était le cas avant. Sous le carton taché de graisse et la nostalgie, quelque chose d'étrange se passe. La pizza ne disparaît pas soudainement, elle s'efface peu à peu. Et les raisons de ce phénomène nous en disent long sur la façon dont l'Amérique mange aujourd'hui. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons examiner la lente et triste disparition de la pizza. Avant d'expliquer pourquoi le plat le plus fiable du monde perd de sa popularité, abonnez-vous à la chaîne Weird History Food. Laissez un commentaire et dites-nous quels autres aliments soudainement démodés vous souhaitez découvrir. Voici maintenant la part toute chaude de Weird History Food que vous avez commandée. L'histoire de l'origine de la pizza est compliquée, contestée et incroyablement ancienne, ce qui est exactement ce à quoi on peut s'attendre pour un plat qui est essentiellement du pain avec des garnitures. Avant que l'on ne débatte de l'épaisseur de la croûte en ligne, dans l'Antiquité, on cuisait déjà des pains plats, garnis d'ingrédients partout dans le monde. Vigueur, pizza préhistorique. Dès le VIe siècle avant notre ère, les soldats perses auraient fait cuire des pains plats sur leurs boucliers, garnis de fromage et de dattes pour un repas rapide et facile à emporter. Dans la Grèce antique, les citoyens mangeaient un pain plat appelé plakos, aromatisé avec des herbes, de l'oignon, de l'ail et du fromage. C'est moins une soirée pizza qu'une proto-focaccia, mais cela fait indéniablement partie de la même lignée. La cuisine romaine a poussé l'idée plus loin avec des pains comme l'adoria ou le libum adorium, garnis de tartinades telles que le moritum, un mélange de fromage, d'herbes et d'ail, et parfois de fruits. Sucré et salé. Une peinture murale découverte à Pompéi semble montrer une galette garnie d'ingrédients disposés d'une manière étrangement familière aujourd'hui. La littérature le confirme. Dans l'Énéide de Virgile, les réfugiés troyens mangent en même temps leur pain assiette et la nourriture posée dessus, accomplissant la prophétie annonçant qu'ils atteindraient leur terre promise quand la faim les pousserait à manger leur table. Ce n'est pas une pizza moderne, mais cela montre depuis combien de temps le pain sert de base et de récipient dans la cuisine méditerranéenne. À la fin du Moyen-Âge, les pains plats garnis étaient répandus dans tout le bassin méditerranéen. À Naples, certains, appelés pizzas, servaient de nourriture de rue abordable pour les travailleurs. Ce n'était pas un plat prestigieux, mais pratique. Cette praticité deviendrait la plus grande force de la pizza, mais finirait aussi par poser problème. Pendant la plus grande partie de son histoire, la pizza ne ressemblait pas à ce que nous imaginons aujourd'hui. Il n'y avait pas de sauce tomate. Les tomates originaires des Amériques n'arrivèrent en Europe qu'après la colonisation espagnole. Et même après leur arrivée, les Européens s'en méfiaient profondément. Et on ne parle même pas de ces tomates tueuses, juste des tomates ordinaires. Voici l'incroyable histoire de la plus grande catastrophe du monde. Des tomates féroces, mangeuses d'hommes, atteignent des proportions monstrueuses. Pendant des années, les tomates étaient vues comme des plantes décoratives ou des curiosités, non comme de la nourriture. L'avenir de la pizza s'est scellé quand les tomates sont arrivées dans le royaume de Naples et de Sicile, alors sous domination espagnole. Les tomates, originaires des Amériques, sont arrivées tardivement en Europe et suscitaient une forte méfiance. Pendant des années, les gens n'étaient même pas sûrs qu'elles étaient comestibles. Certains récits attribuent cela aux vice-rois espagnols du XVIe siècle. Certains mentionnent l'arrivée de graines via le Pérou au XVIIIe siècle. Une fois les tomates adoptées dans la cuisine napolitaine, tout a changé. Bon marché, savoureuses et faciles à cultiver, les tomates convenaient parfaitement à une ville qui savait faire beaucoup avec peu. Elles se mariaient parfaitement avec le pain plat, ajoutant du jus, de l'acidité et de la couleur à ce qui était auparavant une situation plutôt fade. Au début du XVIIIe siècle, des pizzas garnies de tomates étaient vendues dans les rues de Naples, y compris la marinara, documentée en 1734 et simplement garnie de tomates, d'ail, d'origan et d'huile d'olive. Puis vint le moment où le mythe est né. En 1796, on dit que la pizza margherita a été créée en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie. Que l'histoire soit parfaitement vraie ou joliment embellie, l'effet fut indéniable. La pizza a franchi une barrière sociale. La nourriture de rue est devenue digne de la royauté. Cette transition est importante car elle a mis la pizza sur la voie d'un succès populaire sans jamais exiger de réinvention. La pizza est arrivée aux États-Unis avec les immigrants italiens à la fin du XIXe siècle. D'abord dans des quartiers urbains denses où la communauté et les repères familiers comptaient. Les premières pizzas américaines, proches des napolitaines, étaient surtout mangées par les communautés italiennes. L'un des premiers établissements emblématiques est Lombardise, qui a commencé à vendre de la pizza à New York en 1897 et a ensuite reçu l'une des premières licences de pizzeria de la ville.
Pendant des décennies cependant, la pizza était restée un produit de niche. En dehors des quartiers italiens, la plupart des Américains ne connaissaient même pas ou ne s'y intéressaient pas. Le changement fut d'abord lent, puis soudain. Après la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains ont rapporté de l'étranger un goût pour la pizza. Au même moment, les villes américaines s'étendaient, les banlieues grandissaient et les gens cherchaient une nourriture rapide, nourrissante et conviviale. La pizza correspondait parfaitement. En 1943, la Pizzeria Uno a ouvert à Chicago, contribuant à populariser la pizza à pâte épaisse et à régionaliser davantage ce plat. Dans les années 1950, la pizza apparaît dans la culture populaire, notamment dans la série I Love Lucy, passant de spécialité ethnique à obsession nationale. Les années 1970 ont marqué le tournant décisif. Les pizzerias de quartier sont devenues des incontournables, aussi bien dans les villes que dans les banlieues. Puis sont arrivées les chaînes. Pizza Hut, Domino's, Little Caesars, Papa John's. Des marques régionales ont suivi, chacune adaptant la pizza aux goûts locaux et à leurs propres modèles économiques. La pizza est devenue standardisée, systématisée et optimisée pour la livraison. C'était l'un des premiers aliments à vraiment maîtriser la logistique de la commodité à l'américaine. À la fin du XXe siècle, la pizza n'était pas seulement populaire, elle était devenue fondamentale. Elle semblait permanente. La pizza... Le grand égalisateur. Les riches aiment la pizza, les pauvres aiment la pizza, les blancs aiment la pizza, les noirs aiment la pizza. C'est pourquoi il est facile de passer à côté des signes, indiquant que, discrètement, les conditions qui ont autrefois rendu la pizza dominante ont commencé à s'éroder. La pizza a toujours vécu dans une étrange zone grise nutritionnelle. C'est du pain, du fromage, de la sauce et parfois des légumes, ce qui ressemble étrangement à un repas. Mais c'est aussi salé, riche en calories et très facile d'en manger trop. Le fait que la pizza soit considérée comme de la malbouffe dépend souvent moins des ingrédients que de la portion, du contexte et de l'honnêteté que vous avez envers vous-même. Les gars, est-ce qu'on va vouloir une autre pizza? Attendez, qui a faim? Levez la main, laissez-moi voir. 1, 2, 3, gardez-les levés. Sur le papier, la pizza n'est pas forcément pire que beaucoup d'aliments de restauration rapide. Une seule part d'une pizza au fromage standard de 35 cm provenant d'une chaîne de restaurants contient environ 285 calories, environ 36 g de glucides et à peu près 640 mg de sodium. Ajoutez du pepperoni, la garniture préférée des Américains, et cela passe à environ 313 calories et 760 mg de sodium par part. Pour mettre ce chiffre de sodium en perspective, les recommandations alimentaires conseillent aux adultes de ne pas consommer plus de 2300 mg de sodium par jour. Une seule part de pizza peut facilement représenter un tiers de ce total, et personne ne mange qu'une seule part. C'est là que la réputation de la pizza commence à en pâtir. La nourriture en elle-même n'est pas automatiquement mauvaise, mais la pizza est conçue pour être consommée en groupe et de façon répétée. La combinaison de glucides raffinés, de matières grasses et de sel fait qu'il est simple et facile de continuer à manger bien après avoir atteint la satiété. Avec le temps, cela a contribué à ancrer la pizza dans l'imaginaire collectif comme une nourriture de plaisir, qu'on mange par flemme. Même si des garnitures plus saines, des pâtes plus fines et des bases alternatives tentent d'adoucir cette image. Qu'est-ce que c'est que ça? Du brocoli sur une pizza. C'est bon, j'arrête. Félicitations, San Francisco! Vous avez gâché la pizza! D'abord les Hawaïens, et maintenant vous! Pendant des décennies, la réputation importait peu. La pizza devait seulement être abordable, rassasiante et fiable. Avec l'évolution des habitudes alimentaires, notamment chez les jeunes, l'ambiguïté nutritionnelle de la pizza est devenue une nouvelle source de pression plutôt qu'un atout. Voici la partie déroutante. La pizza n'a pas disparu. En fait, elle reste l'un des aliments les plus consommés aux États-Unis. Les chaînes de pizzeria ont généré environ 1 milliard de dollars de ventes en 2024. Et chaque jour, environ un Américain sur 10 mange une part. La pizza reste particulièrement populaire chez les jeunes qui ont grandi en la considérant comme un aliment de base plutôt qu'une nouveauté. Si vous arrêtiez l'analyse là, l'idée de la mort de la pizza semblerait absurde. Mais si l'on prend du recul, la tendance raconte une autre histoire. Comparée à d'autres cuisines, la pizza décline discrètement depuis des années. Parmi les chaînes de restaurants aux États-Unis, la pizza occupait la 6e place en termes de vente totale en 2024, alors qu'elle était 2e dans les années 1990. Le nombre de restaurants de pizza a atteint son apogée en 2019 et a diminué régulièrement depuis. Les pizzerias, autrefois le deuxième type de restaurant le plus courant, sont désormais dépassées en nombre par les cafés et restaurants mexicains. La croissance des ventes dans les restaurants de pizza est à la traîne par rapport au marché plus large de la restauration rapide depuis des années, et les perspectives ne se sont pas améliorées.
Même les grandes chaînes vacillent. Ces dernières années, plusieurs marques de pizza ont déposé le bilan, notamment Piologi Pizzeria, Anthony's Coal-Fired Pizza and Wings et Bertucci's Brick Oven Pizza and Pasta. California Pizza Kitchen, autrefois présenté comme une réinvention haut de gamme de la catégorie, a été vendu à un prix fortement réduit par rapport à ses évaluations précédentes. Et d'autres acteurs majeurs ont discrètement fermé des établissements ou envisagé des retraits stratégiques. Chez Pizza Hut, les ventes à périmètre comparables aux États-Unis ont baissé 8 trimestres d'affilée dans les établissements ouverts depuis au moins un an. La chaîne gère encore des centaines de restaurants avec service à table, plus grand et coûteux, mais de moins en moins utilisé par les Américains pour consommer de la pizza. D'autres grandes chaînes, dont Papa John's et la société mère de Papa Murphy's, ont envisagé des ventes potentielles ou des restructurations, tandis que des marques de taille moyenne comme Blaze Pizza et Mod Pizza ont passé les 2 dernières années à fermer des établissements afin de se stabiliser. Rien de tout cela ne ressemble à un effondrement soudain, cela ressemble plutôt à une érosion. Alors, que s'est-il passé ? La pizza a longtemps prospéré en Amérique car elle répondait à plusieurs besoins simultanément. En dehors des grandes villes, la pizza était autrefois une nouveauté, quelque chose de nouveau, vaguement exotique et enthousiasmant. Cela offrait une grande marge de croissance pour les petits commerces indépendants et les chaînes nationales. Chaque nouvelle banlieue, centre commercial ou ville universitaire était une opportunité. La pizza dominait aussi la livraison. Avant les applis de livraison, commander une pizza était souvent le moyen le plus simple, et parfois le seul vraiment fiable de recevoir un plat chaud à domicile. Les cuisines étaient conçues pour et les boîtes s'empilèrent en bien. La nourriture se transportait assez bien. Le modèle économique supposait que vous mangeriez chez vous, pas au restaurant, et surtout la pizza était peu chère. Non seulement elle était moins chère que les restaurants, mais elle était présentée comme un aliment économique. Une seule commande pouvait nourrir plusieurs personnes. Vous n'aviez pas besoin d'accompagnement. Vous n'aviez pas besoin de personnalisation. La soirée pizza permettait à chacun d'avoir ce qu'il lui fallait avec un minimum d'effort. Ces avantages donnaient l'impression que la pizza était imbattable. Mais elle dépendait aussi d'un écosystème alimentaire très spécifique, qui n'existe plus aujourd'hui. Le principal changement ne concernait pas la pizza, mais tout ce qui l'entourait. Les applications de livraison ont bouleversé l'ancien monopole. La pizza n'était plus seulement en concurrence avec elle-même, mais aussi avec burgers, tacos, bowls, ailes de poulet, poulet frit, sushi et n'importe quelle cuisine fantôme à la mode ce mois-là. Le côté pratique n'était plus l'avantage exclusif de la pizza. En même temps, la pizza est devenue plus chère. Le coût des ingrédients a augmenté. Le coût de la main-d'œuvre a augmenté. Les loyers ont augmenté. Avec le temps, ces augmentations ont été répercutées sur les clients. Pendant des années après le début des hausses de prix liées à la pandémie, les consommateurs à faible revenu, historiquement une grande part de la clientèle des chaînes de pizza, ont commencé à réduire leurs achats. Au premier trimestre 2025, les ventes à périmètre comparable étaient en baisse dans les 3 principales chaînes de pizza, 5% chez Pizza Hut, 2,7% chez Papa John's et 1,5% chez Domino's. La proposition de valeur s'est effondrée. Le prix moyen d'une grande pizza dans les 5 principales chaînes est monté à environ 14$ et 14 cents. Et le montant total du ticket a augmenté de près de 30% depuis 2019, une hausse légèrement supérieure à celle observée dans les chaînes de burgers et de poulet. Pour les consommateurs sensibles au prix, la pizza ne semblait plus être le choix évident. La pizza surgelée, les offres promotionnelles de fast-food et les plats maison paraissaient souvent de meilleures options. Parallèlement, les habitudes alimentaires ont évolué. Les consommateurs soucieux de leur santé mangent encore de la pizza, mais ce n'est plus leur choix par défaut. Des repas plus légers, des bols personnalisables, des chaînes de restauration rapide haut de gamme axées sur les protéines et des aliments perçus comme plus sains ont grignoté la domination culturelle de la pizza. La pizza était passée d'un aliment que l'on consommait à tout moment à quelque chose que les gens choisissaient activement de manger, ce qui n'est jamais une bonne position pour un ancien incontournable. La concurrence dans la catégorie pizza s'est accentuée. Quand la croissance ralentit, les chaînes se battent pour des parts plus petites du même marché. Les remises augmentent. Les marges baissent. Les pizzerias indépendantes peinent à suivre sur le marketing, la technologie et la livraison. Le marché ne s'effondre pas, il se cannibalise lui-même. Alors, la pizza est-elle vraiment en train de mourir ? Pas exactement. La pizza ne disparaît pas, elle se stabilise et c'est ça le vrai choc. Pendant des décennies, la pizza a prospéré sans opposition. Elle a grandi librement, mais doit maintenant se justifier. Elle doit rivaliser sur le prix, la santé, l'expérience et la praticité dans un paysage rempli d'alternatives qui n'existait même pas il y a 20 ans. L'avenir de la pizza sera probablement plus modeste. Niveau d'hydratation 4, s'il vous plaît.
Les chaînes de livraison bon marché et hyper efficaces continueront de cibler les clients en quête du meilleur rapport qualité-prix. Les pizzerias haut de gamme et artisanales deviendront des destinations à part entière. Ce qui disparaît, c'est le milieu de gamme, l'idée que la pizza l'emporte automatiquement par défaut. La pizza n'est pas encore morte, mais elle n'est plus immortelle. Pour un aliment symbole de commodité américaine, c'est peut-être le plus grand changement. Qu'en pensez-vous ? La pizza est-elle toujours un choix incontournable ou est-elle devenue une solution de secours ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.